Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 13 avril 2024 avec comme titre principal: combien l'Occident a-t-il réellement donné à l'Ukraine depuis le tout début de la guerre, c'est-à-dire 2014? Donc on va décortiquer les chiffres ensemble, avec bien entendu des articles comme d'habitude, et on finira en apothéose avec un sénateur américain qui questionne Lloyd Austin, donc le ministre de la Défense américain, où il lâche un chiffre concernant la donation américaine qui est absolument époustouflant, mais qui correspond à quelques milliards près, à peu près, à l'estimation que je vous avais donnée il y a à peu près 2 mois et demi dans un point sur l'Ukraine. Donc je suis assez content que mon estimation, à peu près grosso modo, corresponde à ce qu'il en est réellement. Ça, c'est une très bonne chose. Donc ensuite, qu'a-t-on? On a les États-Unis qui rabrouent fortement Kiev afin que Kiev arrête de bombarder les raffineries de pétrole russes, parce que ça fait augmenter le prix du pétrole. Et oui, donc c'est très embêtant pour les États-Unis. N'oublions pas qu'on est en pleine élection aux États-Unis, en pleine campagne électorale pour la présidentielle. Donc évidemment, tout cela fait tâche. Donc il ne s'agirait pas quand même que les Américains paient trop cher leur essence à la pompe. Surtout pas. Donc Joe Biden est très en colère contre Kiev qui décidément n'écoute personne. On verra si cela continue ou non. Pour l'instant, ça s'est calmé, mais bon, pour combien de temps? Kiev apparemment semble décidé, donc ça ressemble un petit peu à ce que fait Israël avec Gaza, bien qu'Israël se soit calmé quand même très récemment. Nous verrons s'il se calme complètement ou non, mais c'est une autre histoire. Et enfin, en dernier titre, on a l'écrasement de l'armée ukrainienne par le rouleau compresseur de l'armée russe qui avance lentement mais sûrement sur tout le front et particulièrement au nord. Alors comment se fait-il que les Russes maintenant fassent une offensive et non plus une défense agressive comme ils avaient l'habitude de le faire? Eh bien, ils peuvent se permettre cela parce que, outre le fait que les soldats ukrainiens n'ont presque plus de munitions importantes, j'entends par là les obus et les missiles, faut ajouter sur le fait qu'il y a un manque criant d'hommes sur le terrain, il y a un énorme problème de recrutement. N'oublions pas qu'ils cherchent 500 000 hommes à recruter, 500 000 hommes supplémentaires. Voilà. Et n'oublions pas le problème du moral. Le moral des soldats ukrainiens est à zéro, complètement à zéro. Et les systèmes antiaériens qui sont pour la plupart détruits. Et oui, car c'est le cas. Et je parle aussi des systèmes patriotes, dont la plupart ont été détruits. Les Russes disent qu'ils en ont détruit au moins 5. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, mais je vous répète les chiffres du ministère russe de la Défense. Donc, mais d'un autre côté, si Zelensky réclame encore une fois à corps et à cri des systèmes patriotes, j'ai envie de vous dire, où sont passés les anciens systèmes patriotes? Ont-ils été effectivement détruits? C'est une question que je lance comme ça. En tous les cas, c'est de pire en pire sur le terrain. Bon, ça fait très très longtemps que je vous le dis, l'effondrement, ça fait combien de temps que je vous le dis? Des mois que je vous le dis. Donc nulle surprise, sauf que ça s'accélère réellement, effectivement, sur le terrain. Bref, comme d'habitude, cette vidéo est en 3 parties. Vous avez les informations générales qui seront suivies de la conclusion et enfin de la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Commençons. Alors on va commencer par un article de CNN du 21 septembre 2023 et que dit-il? 113 milliards de dollars. Où sont passés les investissements américains en faveur de l'Ukraine? Et oui, alors ça c'était au 21 septembre 2023, maintenant c'est plus que 113 bien sûr.
Eh bien, il est passé dans la poche, beaucoup sont passés dans la poche d'oligarques, de seigneurs de guerre, de mafieux, du gouvernement même ukrainien, qui se le garde de côté très égoïstement, même à Zelensky, bien entendu, et ses affidés, à Zaloujny, qui en a pris beaucoup lui aussi, et qui a fini récompensé en tant qu'ambassadeur à Londres. Bref, l'argent a été pour beaucoup détourné. Voilà où sont passés les 113 milliards de dollars. Mais bon, ce n'est pas fini. Là, on a un titre du Time qui nous dit l'Union européenne s'accorde sur un nouveau programme d'aide de 54 milliards de dollars pour l'Ukraine, qui s'étalera jusqu'en 2027. Voilà, donc ça, c'est prévu que l'Europe donne 54 milliards de dollars étalés sur 3 ans. Ce n'est pas fini. Total des engagements d'aide bilatérale en faveur de l'Ukraine entre le 24 janvier 2022 et 15 janvier 2024. Donc là, les institutions européennes ont donné en gros 85 milliards d'euros. 85 milliards d'euros. Alors, vous avez vu l'article précédent, à cela, il faudra ajouter les 54 milliards d'euros. C'est pas fini. Là, on voit un PDF qui vient, donc c'est un institut européen qui fait ça, qui s'appelle le Multilateral Financial Assistance to Ukraine et qui date de janvier 2024. Et là, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit que l'Ukraine doit un paiement substantiel au FMI à hauteur de 10,2 milliards d'euros. Voilà. Donc ça veut dire que l'Ukraine doit 10,2 milliards d'euros au FMI. Voilà. Donc on ajoute tout ça. Plus, là c'est les annexes. Donc là, on voit le Multilateral Financial Assistance to Ukraine. Alors, c'est des termes très techniques. Et là, que voit-on? Eh bien, il y a eu un premier paquet qui a été donné d'1,2 milliard d'euros. 1 milliard d'euros ensuite, vous voyez les dates, 3 mars 2022. Voilà, donc c'est à peu près, parce que c'est la date de signature, mais c'est à peu près quand ça a été donné. Donc, vous voyez... C'est à peu près au même moment. Donc on a 1,2 milliard, 1 milliard. Là en octobre, 5 milliards. Et en janvier 2023, 9 milliards. Voilà, avec les détails exacts quand ça a été donné très exactement. Donc il y a ça qu'on a donné. Et là, on a le total qui a été donné par, non pas l'Union européenne cette fois, mais par le World Bank Group, donc le groupe de la Banque mondiale. Alors la Banque mondiale a donné à l'Ukraine, janvier 2024, jusqu'à janvier 2024, 38,2 milliards d'euros en aide financière. 38,2 milliards d'euros. Voilà. Donc c'est pas fini. On voit The Economist, l'Europe et non l'Amérique est désormais le plus grand bailleur de fonds de l'Ukraine. Et oui, maintenant c'est l'Europe qui donne plus que les États-Unis. Et là, que lit-on ici? Je l'ai entouré. La dernière analyse de l'Institut Kiel pour l'économie mondiale, un groupe de réflexion allemand qui suit le soutien international à l'Ukraine, révèle que les donateurs ont promis quelques 256 milliards de dollars de soutien entre le 24 janvier 2022, un mois avant le début de la guerre, et le 31 juillet 2023. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer une vidéo intéressante. C'est le sénateur Tuberville qui questionne Lloyd Austin, donc l'équivalent du ministre de la Défense américain. Et écoutez ce qu'il dit. I'm going to ask you a question. It's my understanding the
work that we've done, my staff, we have spent $300 billion since 2014 in Ukraine. Does that sound about right to you? Alors là, vous entendez le sénateur Tuberville qui vient de dire que lui et son équipe ont calculé que les US avaient donné environ 300 milliards de dollars à l'Ukraine depuis 2014. Vous vous imaginez? C'est absolument colossal. Et en plus, cette vidéo qui dure 2 minutes 11 parle d'autre chose, hein, les 12 bases de la CIA en Ukraine. Donc pareil, le sénateur Tuberville demande mais qu'est-ce que fait 12 bases de la CIA en Ukraine? Donc il pose la question à Lloyd Austin. Lloyd Austin dit que c'est pas à lui de répondre, bien évidemment, il esquive. Et il y a autre chose, bon, qui n'a pas trop de rapport avec l'économie, mais que j'ai trouvé très intéressant. C'est le sénateur qui pose la question pourquoi on veut que l'Ukraine soit dans l'OTAN? Et il pose la question, mais pourquoi l'Ukraine doit être dans l'OTAN? Et là, on a Lloyd Austin qui répond comme suit. Blinken said last week in Brussels that Ukraine will soon be in NATO. You agree with that? That's the goal of the NATO members is to at some point bring Ukraine into NATO, and that's certainly something that Ukraine wants to see. If you're Russia, would you want that? I'm just asking. I mean, we're playing games with Russia right now. I just want to understand why we would do that. Là, vous entendez le sénateur qui dit mais pourquoi on veut que l'Ukraine soit dans l'OTAN? Et Lloyd Austin répond oui, effectivement, l'OTAN voudrait que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Et Kiev aussi le voudrait. Et le sénateur Tuberville, il dit, mais les Russes, eux, seraient pas d'accord avec ça. Ils veulent pas que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Et là, Lloyd Austin répond, oui, mais bon, c'est comme ça. Nous, on veut que ça aille dans l'OTAN, et c'est comme ça. Bah, regardez, les Russes ne veulent pas que la Suède et la Finlande soient dans l'OTAN. Et pourtant, ils sont dans l'OTAN. Certainly, if I was Russia, I would not want that. Senator, I would also not want Finland and Sweden to be a part of NATO, and they are. And the reason that they are is because Putin invaded his neighbor, and without provocation, without justification, and so that's why we that's why we are where we are. Alors vous voyez un peu le sophisme terrible de Lloyd Austin. Il dit mais alors, parce qu'il répond pas vraiment à la question, bien évidemment, il dit, mais regardez, bon, la Finlande, la Suède est dans l'OTAN, bah voilà, c'est comme ça, et puis on peut rien y faire. Et en plus, Poutine a envahi l'Ukraine sans provocation et sans justification. Ça me fait toujours rire. Encore une fois, le narratif officiel est toujours le même et toujours aussi grotesque. C'est-à-dire, Poutine s'est levé un matin, il s'est dit, tiens, je vais envahir l'Ukraine. Voilà. Évidemment, Lloyd Austin ne précise pas que les Américains ont fait un coup d'État à Kiev en 2014. Les Américains ne précisent pas que Kiev a bombardé le Donbass pendant près de 9 ans, faisant environ 15 000 morts, c'est-à-dire environ 5 000 soldats et environ 5 000 soldats de part et d'autre, mais surtout du côté de Donbass, et environ 10 000 civils morts, quasiment entièrement du côté du Donbass, ce qui a engendré une guerre civile au sein de l'Ukraine, à cause des Américains qui voulaient mettre un président qui soit la marionnette des États-Unis et qui soit pro-Union européenne et anti-Russie, absolument. Sans compter qu'il y a eu le massacre à Maïdan qui ont été faits par énormément de snipers de la CIA, donc des documents sont sortis et ont été dévoilés par le grand journal indépendant américain The Grey Zone. Et comment oublier le terrible aveu d'Angela Merkel dans le plus grand journal allemand qui avouait que les accords de Minsk avaient été créés uniquement pour rouler Vladimir Poutine dans la farine afin d'avoir le temps de fortifier l'Ukraine, bien sûr avec l'aide de l'OTAN, en vue d'une future guerre avec la Russie.
Et ces propos ont été confirmés une semaine après par François Hollande. Vous imaginez un peu le culot quand même de ces deux chefs d'État qui, des années après, avouent cela tranquillement. C'est une véritable honte, c'est un véritable scandale. Et après, il y a Lloyd Austin qui dit innocemment à un sénateur qui malheureusement ne connaît pas vraiment son dossier, puisqu'il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé en Ukraine, puisqu'il a l'air vraiment candide, hein. Mais bon, en tous les cas, Lloyd Austin balance ça, comme si c'était une évidence, et la narration à suivre, bien sûr. Donc là, on a cet article que j'ai repris qui dit les membres du Congrès américain ont semblé admettre que les États-Unis ont jusqu'à présent dépensé la somme époustouflante de 300 milliards de dollars pour l'Ukraine depuis 2014. Voilà, donc ça c'est le sénateur Tuberville qui a fait ses calculs avec son équipe. Donc ça c'est que pour le côté États-Unis. Mais faut voir ce qu'a donné l'Union européenne. Alors, je vous ai dit que là, il y a un paquet de 54 milliards de dollars sur 3 ans qui va être donné en plus à l'Ukraine. Ça, c'est côté Union européenne. Toujours côté Union européenne, l'Union européenne a déjà donné 85 milliards de dollars qui vont s'ajouter aux 54 milliards. En plus, on a ce que l'Ukraine doit au FMI, parce que le FMI a donné l'équivalent de 10,2 milliards d'euros. Donc ça, c'est ce que doit rembourser l'Ukraine. Mais à mon avis, le FMI a donné beaucoup plus, parce que ça, c'est ce que doit rembourser l'Ukraine. À mon avis, on a dû lui faire cadeau d'autres choses. Ensuite, il y a eu des paquets qui ont été donnés, donc ça fait beaucoup d'argent qui s'accumule. Un paquet d'1,2 milliard, d'1 milliard, de 5 milliards, de 9 milliards, avec les dates en dessous quand ça a été donné exactement. Plus ce qu'a donné la Banque mondiale à l'Ukraine, donc l'équivalent de 38,2 milliards de dollars. Imaginez-vous, maintenant, cumuler toutes les sommes que je viens de vous dire. Et encore, ça c'est les sommes officielles. N'oublions pas ce qu'a gratté le Pentagone, qui a dit ah ben on a fait une erreur de calcul et au final il nous reste 6 milliards de dollars, on va donner ces 6 milliards à l'Ukraine. Ça veut dire que le Pentagone a raclé et dernièrement ils ont trouvé 300 millions de dollars à donner à l'Ukraine. Toujours le Pentagone, ils raclent tout ce qu'ils ont, ils l'ont donné à l'Ukraine en finance, tout ce qu'ils avaient en finance. Vous imaginez un peu tout ce qui a été donné à l'Ukraine? On en arrive à combien en total? Au total, on arrive à combien? 420, 430 milliards à peu près de dollars donnés à l'Ukraine, je dis bien à peu près, en réalité depuis 2014. Vous vous rendez compte tout ce qu'on aurait pu faire avec cet argent? Tout ce qu'auraient pu faire les États-Unis avec cet argent? L'Union européenne avec cet argent? En imaginant que l'Union européenne, en tout et pour tout, depuis 2014, ait donné environ 130 milliards d'euros. Imaginez tout ce qu'on aurait pu faire avec cet argent. Imaginez. C'est fou, hein? Et pourtant, c'est comme ça. Voilà. Et cela clôt le côté économique sur tout ce qu'on a donné à l'Ukraine. Et là, maintenant, un article de Politico qui nous dit les États-Unis exhortent l'Ukraine à cesser d'attaquer les raffineries de pétrole russes selon un rapport. Washington craint une hausse des prix du pétrole et des représailles supplémentaires de la part de Moscou. Les États-Unis ont fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle mette fin aux frappes de drones sur les installations énergétiques russes, craignant que cela ne provoque des représailles massives et ne fasse monter les prix mondiaux du pétrole. Ces derniers mois, Kiev a intensifié ses frappes contre les infrastructures énergétiques russes, frappant plusieurs raffineries de pétrole dans plusieurs régions, causant des dommages financiers au Kremlin qui continue de commercialiser du pétrole et du gaz, malgré les sanctions. Washington a maintenant exhorté les responsables du service de sécurité ukrainien SBU et de la direction du renseignement militaire ukrainien, le GUR, à mettre un terme à ces attaques, a rapporté vendredi le Financial Times, citant 3 sources anonymes.
Alors là, ça me fait marrer, hein, causant des dommages financiers au Kremlin. Alors, pourquoi les États-Unis exhortent l'Ukraine à cesser d'attaquer les raffineries de pétrole? Alors oui, Washington craint une hausse des prix du pétrole et des représailles supplémentaires de Moscou. Eh bien, tout ça s'est produit. Et oui, maintenant, le prix du baril de pétrole est à environ 90 $, donc il a bien augmenté. Donc Washington craint, mais non, il n'a pas à craindre maintenant. Washington constate une hausse du prix du pétrole à cause des frappes ukrainiennes. Surtout qu'en plus, non seulement cela n'ennuie pas trop la Russie, c'est toujours un peu ennuyant pour la Russie, mais là, ils attaquent que les raffineries de pétrole. Donc c'est, voilà, il y aura un peu moins d'essence, et si un peu moins d'essence, donc la Russie vendra un peu moins d'essence à ses partenaires extérieurs, mais gardera le même volume d'essence pour ses besoins domestiques afin que les prix de l'essence n'augmentent pas en Russie et qu'il y ait toujours largement assez d'essence pour la Russie seule. C'est une mesure de précaution faite par les Russes. Mais les cuves des Russes sont archi pleines de diesel, d'essence, etc. Donc il n'y a aucun problème. C'est juste une mesure de précaution que les Russes ont prise. En plus, le prix du pétrole a augmenté. Donc non seulement, évidemment, le fait de taper les raffineries russes ne trouble en rien la production de pétrole, puisque production de pétrole et raffinage de pétrole n'a rien à voir. Le raffinage de pétrole, c'est pour obtenir de l'essence, du diesel, comme vous voudrez, du kérosène. Et par contre, la production brute de pétrole ne change rien, hein. Donc voilà, donc ça gêne un peu la Russie. Mais vraiment, est-ce que la Russie est gênée? Parce que la légère perte, et je dis bien la très légère perte de volume qu'elle a à l'export au niveau de l'essence, c'est-à-dire du pétrole raffiné, elle le rattrape très 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 largement par une hausse du prix du baril. Donc allez, dans le pire des cas pour la Russie, elle ne perd strictement rien. Et dans le meilleur des cas pour la Russie, elle a même une légère augmentation des recettes de la vente de pétrole à cause du prix du baril qui a quand même pas mal augmenté. Donc voilà, donc c'est complètement ridicule. Et les représailles supplémentaires de la part de Moscou, eh ben on le voit, puisque maintenant, qu'est-ce qu'a fait Moscou? Elle a fait des bombardements massifs sur l'infrastructure électrique de l'Ukraine, et en particulier de Kharkov, mais aussi, et là c'est tout nouveau, de Kiev, et d'autres grandes villes bien sûr. Mais c'est Kharkov et Kiev là qui ont pris cher là, cette semaine. Donc voilà, donc les représailles supplémentaires de la part de Moscou ont déjà été faites. Voilà, c'est trop tard, puisque comme vous le savez, les Ukrainiens n'écoutent personne. Les Ukrainiens, c'est comme les Israéliens, ils n'écoutent personne. Voilà, et c'est pour ça que le Pentagone a été un moment très fâché avec Kiev, à cause de la grande offensive, où les Ukrainiens ont fait une grande offensive qui n'était pas du tout celle que demandait le Pentagone. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. En tous les cas, les États-Unis, pour le coup, là, ont raison d'exhorter l'Ukraine à cesser d'attaquer les raffineries de pétrole, puisque, évidemment, la contre-attaque russe est là. Et mécaniquement, et les États-Unis ont raison toujours là-dessus, ça fait une montée du prix du baril, au grand bénéfice des Russes. Là, je vais vous montrer un extrait d'une vidéo de CNN qui est en réalité un reportage sur place. Et vous allez voir, il y a des témoignages extrêmement intéressants et surtout celui de la fin qui est édifiant, absolument édifiant. Donc le titre de cette vidéo de CNN s'appelle « Une unité de tank près des lignes de front qui n'a pas tiré depuis 3 jours ». Bon, en gros, le reportage qui est très bon et qui dure 5 minutes 32 vous montre le désespoir des soldats ukrainiens, leur plainte perpétuelle et constante concernant le manque de munitions, le manque d'hommes.
Bon là, les langues se délient parce qu'ils avouent aussi un moral très bas, chose qu'avant c'était interdit de dire dans une vidéo étrangère. Maintenant ils le disent, ce qui déjà en dit long en réalité. Alors je vais faire quelques pauses pour vous traduire ici et là quand il n'y a pas de traduction française. Mais soyez vigilants, regardez bien les sous-titres. Si vous connaissez pas bien l'anglais, si vous connaissez bien l'anglais, bah, tant mieux, écoutez bien. Is what losing sounds like. So too is what these soldiers had to say. Если американцев не решат волновать деньги, что будет? Là, si les Américains ne donnent pas d'argent, qu'est-ce que vous faites? Je pense que nous allons tous mourir. Ми всі загинемо просто. Оті, хто тут зараз є, Tout le monde qui est нас là не буде. ne Is this sera the plus worst là. you've seen it? Yeah, definitely. I think this year is going to be the worst year in the war. Well, I do know that there's certain units that they're running out of tanks. How angry does it make you? Yeah, I'm pissed. I'm absolutely pissed off. There's no point in trying to paint this in any sort of light where it's good for us that Russia takes Ukraine. That's going to be very, very, very bad for us geopolitically. It's here, Chasiv Yar, that already looks like defeat. Those left sounding like they'd be just about okay when Russia comes. Pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité. Les soldats ukrainiens vont directement dans les maisons où les gens vivent. Et ils combattent depuis les maisons. Et alors là, attention, ils se cachent dans le dos des civils. Ils se cachent dans le dos des civils. Voilà, je voulais pas tout vous montrer, mais vous avez vu que c'était édifiant. Et la grand-mère qui a lâché ça sur CNN, et CNN qui a oublié de modifier la vidéo pour couper ça, eh bien malheureusement c'est passé. Ils n'ont pas fait attention et c'est passé. Donc là, la grand-mère vient de dire que les soldats ukrainiens utilisaient les civils ukrainiens eux aussi comme bouclier humain. Fallait le remarquer. Donc là, on voit un article de Reuters qui nous dit l'Ukraine est en infériorité numérique, dépassée en armes et écrasée par l'implacable Russie. Ce titre rejoint donc mon titre du point sur l'Ukraine. Effectivement, l'Ukraine est écrasée par l'implacable Russie. Et elle l'est d'autant plus qu'elle manque maintenant de tout, et surtout maintenant des systèmes antiaériens. Surtout. Parce que là, elle en a perdu énormément ces dernières semaines. Énormément. Donc là, elle est quasiment dénudée, l'Ukraine. Donc elle ne peut quasiment plus rien protéger. Donc il reste encore une certaine protection sur Kiev. Mais d'après ce que j'ai lu, à part Kiev, il y aurait éventuellement encore Odessa. Mais c'est tout. Et le reste de l'Ukraine, il n'y a plus rien, hein, tout simplement. Donc là, on a carrément eu une centrale thermique pour produire de l'électricité qui a été totalement détruite. Donc ça, c'était ce que craignait Washington, c'est-à-dire les représailles des Russes suite aux attaques de drones sur les raffineries de pétrole. Et bien voilà, la contre-attaque a eu lieu. Et donc l'Ukraine est complètement en train de se noyer, hein, faut dire ce qui est. Et plus le temps passe, plus l'effondrement va s'accélérer. Donc là, l'effondrement de l'Ukraine depuis quelques mois était lent, mais cette lenteur va disparaître et cet effondrement va s'accélérer parce que l'Ukraine, évidemment, ne cesse de perdre des hommes, des munitions et surtout la destruction des systèmes antiaériens ukrainiens. Car la plupart des systèmes antiaériens ukrainiens ont été détruits. Il n'en reste que fort peu maintenant, ce qui va permettre à l'aviation russe de déployer sa formidable puissance dans presque toute l'Ukraine. Et oui, ça voudra dire des bombardements avec des bombes planantes et des missiles par centaines. Donc ce sera absolument terrible pour l'Ukraine qui jusqu'alors
eh bien, était plus ou moins épargnée, puisque l'aviation russe n'était pas complètement déployée. Et en plus, Vladimir Poutine retenait son bras. Hein, c'était une opération militaire spéciale. Il n'y a que depuis peu de temps que ça devient une guerre, une vraie guerre, avec, comme on peut le voir, comme signe vraiment criant, c'est la destruction d'une centrale thermique en Ukraine il y a quelques jours. Donc, alors que la Russie retenait toujours son bras pour éviter que des centrales hydrauliques, des centrales thermiques, bien évidemment les centrales nucléaires qui n'ont jamais été touchées. Auparavant, il ne ciblait que les transformateurs et les lignes haute tension concernant les infrastructures ukrainiennes électriques. Maintenant, bah, ils viennent de détruire carrément une centrale thermique. Voilà. Donc, alors pourquoi ils voulaient absolument épargner les centrales thermiques, les barrages hydroélectriques, etc., etc. Bah, c'est tout simplement pour plus tard. Parce que les Russes, eux, pour eux, ils considèrent que c'est territoire russe. Territoire de Donetsk, l'oblast de Donetsk, l'oblast de Zaporojye, etc., etc. Là où ils bombardaient donc les transformateurs, les lignes électriques, ils essayaient de pas trop faire de dégâts pour que quand la guerre sera finie, ils pourraient récupérer toutes ces infrastructures sans avoir besoin de les réparer. Et pareil pour le reste de l'Ukraine, au cas où. Bon, ça, ce n'est que mon hypothèse. Mais en tous les cas, voilà pourquoi les Russes épargnaient jusqu'alors l'infrastructure elle-même importante. Donc ils s'occupaient, encore une fois, je le disais, des transformateurs, des lignes haute tension ou des hubs électriques, ce genre de choses. Voilà, donc là maintenant ils sont passés un cran au-dessus et quand il n'y aura plus du tout de système anti-aérien et que les Russes auront le contrôle total du ciel ukrainien, les livraisons occidentales, à mon avis, ce sera fini ou quasiment fini. Hein. Parce qu'évidemment, ça veut dire des drones de reconnaissance qui pourront aller n'importe où. Ça voudra dire des avions espions, des avions de reconnaissance qui pourront aller n'importe où, dont les fameux A-50, etc., etc. Vous voyez? Donc, l'effondrement de l'Ukraine va s'accélérer avec les jours passants, bien évidemment. Là, on a un article du Washington Post qui nous dit « Les unités d'infanterie ukrainiennes de première ligne signalent une grave pénurie de soldats. » Et ça, c'était au 8 février 2024. Donc, ça date pas de quelques jours. Donc, une grave pénurie de soldats. Et regardez où est la grave pénurie de soldats en plus. Donc là, c'est vraiment pas de bol. Kramatorsk, Ukraine. L'armée ukrainienne est confrontée à une pénurie critique d'infanterie, ce qui entraîne un épuisement et une baisse du moral sur la ligne de front, ont déclaré cette semaine les militaires sur le terrain. Une nouvelle dynamique périlleuse pour Kiev, près de 2 ans après le début de la guerre acharnée et sanglante avec la Russie. Alors pourquoi je vous dis manque de chance pour les Ukrainiens, c'est que là, l'armée ukrainienne se plaint de Kramatorsk. Kramatorsk, c'est juste à quoi? C'est à côté de Chassivyar. Vous voyez? Donc tout se tient. Une fois que Chassivyar sera prise, Kramatorsk sera la prochaine vraie ville. Kramatorsk, c'est une vraie grande ville. C'est une ville importante. Et juste au-dessus de Kramatorsk, il y a Slaviansk. Et après, ce sera fini. Ce sera fini. Parce que le symbole sera tellement énorme. Déjà, après Chassivyar, qui sait? Est-ce que l'Ukraine finira par avouer sa défaite et capitulera? Parce que Chassivyar, ce sera le symbole de trop. Peut-être, hein, je lance ça comme ça, je ne le sais pas. Mais Kramatorsk, là, ce serait énorme. Et là, déjà l'armée ukrainienne est confrontée à une pénurie critique d'infanterie sur Kramatorsk, alors que les Russes n'y sont pas encore allés là-bas. Vous imaginez un peu? Ça va être une vraie catastrophe. Alors là, c'est un article de Associated Press qui date du 11 avril.
très récent donc. Le Parlement ukrainien adopte une loi controversée pour renforcer les conscrits indispensables alors que la guerre se prolonge. On va pas lire tout l'article parce qu'il est très long comme vous pouvez le voir. Mais en gros, que dit l'article? Eh bien, l'article, il dit ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire ils ont adopté le projet de loi, donc abaissant l'âge de la mobilisation à 25 ans. Et surtout, il y a l'abandon de la loi qui protégeait ceux qui combattaient depuis plus de 36 mois, c'est-à-dire depuis plus de 3 ans, qui permettait leur démobilisation. Donc là, on a la commission parlementaire de la défense et supprimé une disposition clé du projet de loi qui prévoyait une rotation des troupes ayant servi 36 mois de combat. Et oui, donc tous ceux qui combattaient depuis plus de 36 mois, normalement, devaient être démobilisés. Et au final, il n'y aura pas de rotation et ils devront combattre jusqu'au bout de manière indéfinie. Donc gros problème pour le recrutement parce que les jeunes ukrainiens, sachant cela, eh bien ils savent quand ils vont entrer dans l'armée, mais ils ne savent pas quand ils vont en sortir. Alors qu'ils auraient aimé avoir des contrats de 6 mois, 1 an, 2 ans à peu près. C'était leur souhait en Ukraine. Eh bien non, s'ils vont au combat, ils pourront combattre indéfiniment. Donc ça va causer de gros problèmes pour le recrutement et c'est évidemment terriblement injuste pour ceux qui combattent depuis déjà 2 ans et plus. C'est tout à fait injuste. Alors, je ne vous parle même pas de ceux qui combattent depuis plus de 3 ans. C'est absolument terrible comme information. Alors là, un article du New York Times, l'Ukraine peut-elle trouver de nouveaux soldats sans décimer toute une génération? Eh oui, donc là, bon, pareil, je vais pas vous lire tout l'article qui est trop long, il y a des graphismes et tout. On va plutôt faire court. Donc là, c'est pour vous dire que c'est tellement grave qu'on en est à... si on veut continuer la guerre, il va falloir décimer toute une génération. Et oui, merci les États-Unis, parce que c'est eux qui ont commencé la guerre en réalité contre la Russie et qui utilisent l'Ukraine comme un outil pour eux, juste afin d'affaiblir la Russie. Vous imaginez un peu la responsabilité, elle va pour qui? Est-ce que les États-Unis seront un jour punis pour cela? Et est-ce que l'Union européenne sera punie pour cela? Parce que ça s'est fait en réalité avec la complicité absolument totale de l'Union européenne et principalement des pays scandinaves, de l'Angleterre, de l'Allemagne et de la France. Principalement. Est-ce que ceux-là, un jour, seront jugés? Bien sûr que non. Ils ont beaucoup de sang sur les mains avec les États-Unis et ceux-là, les vrais responsables, c'est-à-dire les chefs d'État, dès 2014, qui sont responsables, voilà. Toute une génération d'Ukrainiens décimés dans une guerre décidée par les États-Unis uniquement pour affaiblir la Russie. C'est beau, On va passer maintenant aux informations diverses. Et là, on a la dépêche au 12 avril 2024. Guerre en Ukraine. La Chine annonce qu'elle soutient la Russie tout en déplorant la pression des pays occidentaux. Et oui, il y a eu un défilé devant le bureau de Xi Jinping entre Anthony Blinken, Joe Biden, Séjourné, notre ministre des Affaires étrangères français, et j'en passe bien d'autres, bien sûr, mais surtout ceux-là, ceux-là ont fait pression sur la Chine pour que la Chine fasse pression sur la Russie. Et oui. Alors, je crois qu'on a tout demandé à Xi Jinping. On a demandé à Xi Jinping d'abord, ne donnez plus d'armes à la Russie, s'il vous plaît, ne donnez plus de munitions à la Russie. Après, on a, vous pouvez demander à la Russie qu'elle en retire ses troupes d'Ukraine parce que c'est en violation des lois internationales. Alors vous qui respectez très bien les lois internationales, vous pouvez lui demander ça.
Bon, le ridicule, toujours le ridicule, hein. Ça ne changera jamais. Le problème, c'est que la Chine annonce qu'elle soutient la Russie et elle déplore cette pression. Donc plus on fait pression sur la Chine, plus la Chine se raidit, bien évidemment. Et plus on fait pression sur la Chine, plus elle est avec la Russie. C'était une évidence. Mais la diplomatie occidentale étant tellement nulle, tellement incompétente et ignorante, bah évidemment elle se ridiculise elle-même, sans s'en rendre compte, bien évidemment, tout empêtrée de propagande et d'idéologie qu'elle est, cette diplomatie occidentale. Donc ils ne s'en rendent même pas compte. Parce que eux, la Chine, la Russie, ce sont des pays dictatoriaux, ils méprisent ces pays au plus haut degré, ils les prennent pour des pays un peu arriérés, vous voyez. Donc ils ont très peu de respect pour ces pays-là. Et pourtant, bah, ce sont ces pays-là qui font la loi maintenant dans le monde. C'est plus les États-Unis, c'est plus l'Europe. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on peut lire dans un entretien en visioconférence avec son homologue russe. Le nouveau ministre de la Défense chinois, Dong Jun, a indiqué que la Chine soutenait la Russie dans le dossier ukrainien. Pékin n'avait jamais affiché une position aussi officielle sur le sujet. Eh oui, parce que ces diplomates occidentaux, ces génies de la diplomatie, à force de faire pression, ils ont mis la Russie dans les bras de la Chine, mais aussi l'Inde, qui est dans les bras de la Russie. En réalité, ils s'entendent parfaitement. Voilà. Et petit rappel pour l'Occident, s'il y a une guerre contre la Russie, n'oublions pas que la Russie a comme allié l'Iran, la Chine et la Corée du Nord, pour ne parler que de ces trois-là, c'est-à-dire des alliés les plus évidents. Donc imaginez-vous la puissance en réalité de la Russie si on compte tous ses alliés. Et moi je suis certain qu'il y aura l'Inde aussi, car n'oublions pas que l'Inde dépend très fortement du pétrole et du gaz russe. Ne l'oublions pas. L'Inde achète des quantités astronomiques de pétrole et de gaz à la Russie, sans compter que l'Inde dépend totalement au niveau militaire de la Russie. Bon, ça a beaucoup baissé. Avant, c'était 86% de tout ce qui est militaire indien dépendait de la Russie. Maintenant, c'est passé à 70%, mais l'Inde dépend toujours complètement de la Russie quant à son armée. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc plus de Russie veut dire plus d'armement pour l'Inde. Voilà, faut le rappeler quand même. Donc quand l'OTAN veut s'attaquer à la Russie, elle s'attaque en même temps à l'Iran, à la Chine, à la Corée du Nord et même à l'Inde en réalité. Et oui, c'est certainement un détail insignifiant pour nos chefs d'État qui sont complètement idiots, incompétents et ignorants, mais en réalité, ça change complètement la donne de se dire qu'en réalité, la Russie a des alliés extrêmement puissants et que cela change absolument tout sur le plan militaire, géostratégique et géopolitique. Et ça, évidemment, ça leur échappe complètement. Alors là, très vite, un article de MSN qui nous dit David Cameron snobé par MAGA Mike. Alors MAGA Mike, c'est Mike Johnson, hein, qui est le président de la Chambre américaine, pour une aide de guerre de 60 milliards de dollars en Ukraine. Donc que lit-on? David Cameron snobé par MAGA Mike pour une aide de guerre de 60 milliards de dollars en Ukraine. Hier soir, un allié de premier plan de Donald Trump a snobé David Cameron, refusant de le rencontrer pour expliquer pourquoi il bloque l'aide de guerre américaine à l'Ukraine d'une valeur de 60 milliards de dollars. Lord Cameron a publié la semaine dernière une vidéo disant qu'il devait rencontrer Mike Johnson pour lui dire que l'Ukraine a besoin de cet argent et qu'il était dans l'intérêt de la sécurité américaine de le débloquer. Mais le président républicain de la Chambre des représentants américaine
a refusé de rencontrer le ministre des Affaires étrangères, bien que celui-ci ait eu un entretien avec Trump lui-même. Vous imaginez un peu l'humiliation pour David Cameron, l'humiliation. Ça veut dire que Mike Johnson ne présentera même pas les 60 milliards au vote. Il ne présentera même pas pour le vote. Voilà, ça c'est fort possible. En tous les cas, énorme humiliation faite à l'Angleterre. Hein. Et là, en l'occurrence, David Cameron. On passe à un autre article du Washington Post. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, exige davantage de défense aérienne patriote. Alors là, ils en peuvent plus. Là. Entre Zelensky, il y a quelques jours, qui a fait une demande, il voulait absolument des patriotes. Sinon, dit-il, l'Ukraine va perdre la guerre. Et ben là, on a Kuleba qui renchérit. Hein, voilà, veut des batteries de défense aérienne patriotes supplémentaires et inutilisées. Il demande plus gentiment. Une diplomatie douce et discrète n'a pas fonctionné, a déclaré Kuleba, le haut diplomate de Kiev au Washington Post, dans une interview cette semaine. Le Patriot, un système de défense aérienne conçu par les États-Unis qui coûte plus d'1 milliard de dollars par batterie. Alors je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, un système Patriot, de nos jours, en 2024, 2023-2024, ça coûte 1,1 milliard de dollars. Voilà, c'est ce que ça coûte maintenant un système patriote. Donc vous voyez, là, ils réclament vraiment des patriotes. Hein. Alors là, c'est un article que je vous ai pris de Defense News. Et Defense News nous dit « Les pays européens s'associent pour acheter des missiles patriotes dans le cadre d'un accord de 5,5 milliards de dollars. » Ça, c'était au 3 janvier 2024. Donc ça vous donne le prix du patriote en janvier 2024. Donc, un accord de 5,5 milliards de dollars. Donc, voilà, 1000 missiles. Voilà. Une coalition d'États européens a commandé conjointement 1000 missiles patriotes. Voilà, pour aider l'Ukraine. Voilà. Donc, pour un montant de 5,5 milliards de dollars, ça veut dire qu'en moyenne, un missile patriote vaut présentement 5,5 millions de dollars par missile. Voilà. Et là, on a la preuve par, on va dire, les termes donnés publiquement commerciaux. Voilà, donc un système patriote, c'est 1,1 milliard de dollars et la moyenne d'un missile patriote, c'est de 5,5 millions de dollars. Là, on a un article de Le Point qui nous dit « La centrale nucléaire de Zaporojye attaquée par des drones, Moscou accuse Kiev ». L'AIEA a confirmé qu'un des réacteurs de la centrale avait subi des impacts physiques sans attribuer cette attaque à l'Ukraine. Vous notez, hein, ça c'est l'AFP. Hein. Ça vient, ils ont repris ça de l'AFP. Alors, fallait le souligner. Hein. Ça, c'est comme la Russie a attaqué l'Ukraine, mais sans provocation. Hein. Il n'y a pas eu de provocation. Hein. Voilà, ben là, c'est la même chose. Donc, l'AIEA, qui est quand même une entité gouvernée entre autres par l'Union européenne, mais aussi par les États-Unis, en réalité, n'a jamais pu dire que c'était l'Ukraine qui bombardait cette centrale de Zaporojye qui est bombardée depuis 1 an et demi. Jamais ils l'ont dit, alors que c'est une évidence pour tous. Je rappelle qu'il y a des membres de l'AIEA au sein même de cette centrale nucléaire qui y travaillent en permanence. Et Grossi, le PDG, le chef de l'AIEA, était présent quand la tranche numéro 6 a été attaquée par ces drones-là. Et pourtant, il n'a toujours pas voulu accuser l'Ukraine. Voilà. Et oui. Donc, ce qui prouve bien que l'AIEA, c'est quand même contrôlé par l'Occident. Voilà. Parce que, évidemment, les Russes, eux, sont à l'intérieur et veulent garder cette centrale pour eux depuis toujours. Donc, on peut faire le parallèle avec les Nord Stream, hein, où on avait accusé les Russes d'avoir fait exploser les Nord Stream, leur propre pipeline.
Donc là, vu que la centrale de Zaporojie, elle est dans l'oblast de Zaporojie, et donc bah, c'est russe. Donc c'est russe, c'est sur un territoire russe. Voilà, vous voyez le ridicule de la chose, et pourtant, on en est encore là, hein. Dans cet article de CNN, que lit-on? Les frappes aériennes russes détruisent la plus grande centrale électrique de Kiev. Donc au 12 avril 2024. Donc la plus grande centrale électrique de la région ukrainienne de Kiev détruite lors d'une attaque russe. On va pas tout lire, hein. La Russie a détruit jeudi la plus grande centrale électrique de la région ukrainienne de Kiev lors d'une attaque de missiles, alors que le président Volodymyr Zelensky a accusé l'Occident de fermer les yeux sur les besoins de son pays en matière de défense aérienne. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 18 des missiles et 39 drones. La Russie a tiré 82 missiles et drones au total, dont 6 missiles hypersoniques Kinjal, dont la défense aérienne ukrainienne n'a pu en abattre aucun. Il n'y a pas eu de victimes et l'attaque n'a pas entraîné de coupure d'électricité dans la région de Kiev, la capitale de l'Ukraine, ni d'autres régions desservies par la centrale thermique de Tripilska, puisque c'est la centrale thermique de Tripilska qui a été touchée. La centrale thermique de Tripilska, le plus grand fournisseur d'électricité des régions de Kiev, Tcherkassy et Jitomir, a été entièrement détruite, selon la société énergétique Centrenergo. L'entreprise a perdu 100% de sa production d'électricité de ces 3 centrales qui ont toutes été détruites ou occupées par la Russie. Donc, bon, là, il parle de Centrenergo et de toutes les centrales, hein. Donc, ou occupées, là, il parle de la centrale de Zaporojie. Alors maintenant, on va voir une vue plus large des centrales qui ont été atteintes vraiment en Ukraine dernièrement. Donc là, on voit surtout la région de Lvov. Donc si on commence par l'extrême ouest, hein, donc Lvov, 3 centrales de toucher, une autre à côté, celle de Kiev, évidemment, de Tripilska, qui a été complètement détruite, elle. Donc une aussi sur Odessa et 4 dans l'oblast de Kharkov, donc à l'est de l'Ukraine. Donc on peut se demander ce qu'il se passe parce que toutes les autres centrales ont été touchées, mais c'est surtout les lignes haute tension et les transformateurs qui ont été touchés. Là, c'est la première fois qu'une centrale thermique est complètement détruite. Donc on parle de la centrale dans son entièreté, ou quasiment dans son entièreté, qui a été complètement détruite. Donc là, c'est nouveau. Et là, c'est sur Kiev, dans l'oblast de Kiev. Donc on peut se poser des questions et de cette montée en tension, mais je vous invite quand même à regarder surtout dans la région de Kharkov. Parce que dans la région de Kharkov, il y en a 4 qui ont été touchés. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc beaucoup de rumeurs commencent à arriver, comme quoi ça y est, la grande offensive dont je vous parle depuis des mois qui arriverait vers le nord, là on a pas mal d'indices, hein, surtout que Kiev a décidé, a dans le projet ferme d'évacuer Kharkov, et juste dans la région nord de Kharkov et dans la région de Soumy, donc ici, eh bien, discrètement, les Russes commencent à évacuer les gens en leur donnant beaucoup d'argent pour qu'ils évacuent toute cette zone. Donc là, ça commence à faire beaucoup de petits signes, hein. Donc peut-être que la grande offensive, comme je vous l'annonce depuis des mois, je vous l'annonce dans le sens que c'est mon opinion, hein, bien entendu, hein, que ce n'est que mon opinion et je peux me tromper. Mais ça fait maintenant au moins 2-3 mois que je vous dis que d'après moi, ça viendrait du nord parce que c'est le meilleur endroit pour lancer une grande offensive afin de descendre ensuite vers Odessa. Voilà, c'est le plus facile. Là, il y a le Dniepr, bien sûr, à traverser, mais vers la région de Zaporojie, eh bien, il y a une largeur minimale du Dniepr.
Et donc là, ça permettrait de le traverser facilement pour aller vers le sud. Voilà. Et d'englober en plus sur le flanc ouest toutes les petites poches ukrainiennes qui resteraient sur le front qui est à peu près ici. Donc voilà, mais ce n'est que mon opinion, bien sûr. Donc là, on va regarder une intervention du représentant à l'ONU de la Russie, monsieur Nebenzia, qui fait une déclaration, on va dire, très importante et vraiment édifiante sur ce que pense vraiment la Russie de la situation en Ukraine. Donc regardons ça ensemble. Donc c'est ainsi que l'on verra l'histoire, c'est-à-dire un groupe inhumain et haineux qui est un régime terroriste nazi, qui a trahi les intérêts de son propre peuple et l'a sacrifié uniquement pour l'intérêt de l'argent occidental et pour Zelensky et ses plus proches amis. Dans ces conditions, les tentatives de la tête du régime de Kiev de promouvoir cette formule convenue dans des sommets pour aider le régime de Kiev ne génère uniquement que de la confusion. Главы киевского режима продвигать свои формулы и созывать саммиты в поддержку киевского режима вызывают лишь недоумение. Très bientôt, le seul sujet pour n'importe quelle réunion internationale en Ukraine sera la capitulation inconditionnelle du régime de Kiev. Уже очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее. Je vous conseille de tous vous y préparer à l'avance. Donc là, on a quand même le représentant de l'ONU, donc monsieur Nebenzia, qui quand même dit très bientôt le seul sujet de toute réunion internationale sur l'Ukraine sera la reddition inconditionnelle du régime de Kiev. Je vous conseille à tous de vous y préparer. Vous voyez, c'est un peu une annonce prophétique, j'ai envie de vous dire. Donc là, en gros, il dit préparez-vous à la victoire russe et à la capitulation complète de l'Ukraine, puisque aucune négociation n'est envisageable. Donc là, il conseille à l'Occident de se tenir prête à la victoire russe et au fait que l'Ukraine va être sous le joug de la Russie, bien évidemment. Là, je terminerai les informations diverses par une note philosophique, pourrait-on dire. Donc là, j'ai repris de Simplicus the Thinker, et que dit-il? Une grande différence entre la Chine et les États-Unis est que la Chine est ouverte au partage de la terre et prête à co-prospérer avec les États-Unis. A l'inverse, les États-Unis ne sont pas disposés à abdiquer leur domination mondiale. Là, vous voyez une citation de l'ambassadeur chinois en janvier 2024. La Terre est assez grande pour que la Chine et les États-Unis se développent respectivement et prospèrent ensemble. Ça, c'est ce que dit la Chine. Et qu'est-ce que dit les États-Unis, quoi? L'ambassadeur des États-Unis en Chine, en février 2024, il dit: nous ne voulons pas d'un monde où la Chine serait le pays dominant. Vous voyez la différence de mentalité entre la Chine et les États-Unis. États-Unis qui s'accrochent à leur hégémonie mondiale, qui eux ne peuvent pas se voir comme seconds, ils doivent se voir comme les rois du monde, sinon rien. Voilà, et ils feront tout pour ça. Quitte à représenter Satan en personne en faisant les coups les plus machiavéliques, les plus bas, les plus mauvais, ils le feront. Ils feront tout sans foi ni loi pour rester les maîtres du monde, tout simplement.
Et j'en terminerai là pour les articles. Alors que peut-on conclure de tout cela? Eh bien, vous avez vu concernant l'aide à l'Ukraine, si on additionne l'aide de l'Union européenne et des États-Unis, on arrive à un chiffre minimal d'environ 430 milliards de dollars donnés depuis 2014 à l'Ukraine. Comme je le disais précédemment, imaginez-vous ce que l'Union européenne et les États-Unis auraient pu faire de tout cet argent. L'aide colossale que cela aurait pu faire dans leurs pays respectifs. En Europe, c'est l'Allemagne qui a le plus donné. L'Allemagne qui est en pleine crise du fait de l'explosion des Nord Stream, sabotage des Nord Stream, fait par les Américains, bien sûr. Donc cet argent, après l'explosion des Nord Stream, aurait été extrêmement utile à l'Allemagne, sans compter que du fait de la crise énergétique qui s'en est suivie, de grands groupes industriels ont quitté l'Allemagne pour aller s'installer aux États-Unis. Vous pensez bien que tout était prévu à l'avance par les États-Unis, bien évidemment. Donc déjà, c'est un scandale énorme. Et c'est un scandale énorme en soi, bien sûr, mais c'est un scandale par le montant. Parce que dans les médias, vous avez vu, là, côté américain, on vous parle de 113 milliards. Du côté de l'Union européenne, ils arrondissent à 85 milliards en tout donnés par l'Union européenne. Mais en réalité, je viens de vous démontrer que c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Et d'ailleurs, un grand merci à ce sénateur américain qui a dévoilé la vérité, bon, que du côté américain, mais cela vous donne à penser de ce qu'a vraiment donné l'Union européenne à l'Ukraine en réalité. Parce que là, ce ne sont que les chiffres officiels, et vous savez très bien ce qu'il en est. Parce que vous vous doutez bien que les donations à l'Ukraine, ou les pseudo-donations, c'est-à-dire où on fait un prêt, parce que officiellement, la majorité de l'argent, c'est un prêt. Vous vous doutez bien que l'Ukraine ne repaiera jamais ses dettes, puisque le fonctionnement de l'État ukrainien, là, présentement, ne fonctionne qu'avec l'aide de l'Union européenne. Uniquement pour le fonctionnement. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne donne entre 3 et 4 milliards d'euros par mois à l'Ukraine juste pour que l'État ukrainien fonctionne. Payer les fonctionnaires, les entreprises d'État, etc., etc. On parle de ça, hein. Pas de l'aide à la guerre, hein, mais juste pour que l'État soit fonctionnel. Comment voulez-vous que l'Ukraine paye quoi que ce soit? Donc en réalité, c'est un don que l'Ukraine ne paiera jamais. Surtout qu'il faut se projeter un minimum dans le futur, et pas loin en plus. Quelques mois. Bah oui, qu'arrivera-t-il quand il y aura la victoire russe et que l'Ukraine sera sous le joug de la Russie? Parce que c'est comme ça que ça va finir. Pas que la Russie va prendre l'entièreté de l'Ukraine physiquement, mais en aura le contrôle, tout du moins de Kiev. Même indirectement, mais elle aura un contrôle quelque part de toute manière. Est-ce que ce sera un contrôle total ou partiel? Je ne le sais pas, mais il y aura un contrôle de la Russie, de l'Ukraine, bien évidemment. Et la Russie, en théorie, devrait prendre 3 nouveaux oblasts. Ça va faire 7 oblasts en tout. Si tout se passe comme les Russes le veulent, c'est-à-dire reprendre toutes les parties russophones de l'Ukraine. Vous vous doutez bien que l'Ukraine, dans ces cas-là, le côté purement ukrainien, c'est-à-dire kievien, sera d'une pauvreté absolument énorme. Les greniers à blé de l'Ukraine et son industrie étaient à l'est de l'Ukraine. Donc là, il va y avoir un petit problème. Donc oui, ce sont des dons en réalité, c'est ce qu'on a donné à l'Ukraine et l'Ukraine ne remboursera jamais, bien évidemment, tout comme la France, les États-Unis ne rembourseront jamais leurs dettes. Bien évidemment, c'est strictement impossible, même pour les générations futures. C'est strictement impossible. N'oublions pas que quand il y a dette, il y a les intérêts qui vont avec, en plus.
Bref, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le côté économique. Maintenant, là, je vous avais parlé du fait que les États-Unis n'étaient pas contents et exhortaient l'Ukraine à arrêter de bombarder les raffineries de pétrole russes, parce que ça fait monter le cours du pétrole. Alors là, l'Ukraine a beaucoup de mal à comprendre ce concept, hein, parce que Kiev reste sur sa position de manière adamantine en disant non, nous on continuera de bombarder les raffineries de pétrole parce que cela permet ça permet de faire perdre de l'argent à la Russie. Rien n'est plus faux. Soit la Russie est en équilibre, soit la Russie gagne de l'argent parce que le cours du baril de pétrole ne cesse d'augmenter. Et si la Russie aurait un problème de volume de pétrole raffiné, donc c'est-à-dire de l'essence, du diesel, du kérosène, etc., bah, elle privilégiera le domestique, c'est-à-dire le pays, et exportera moins. Et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs en ce moment, pour garder des prix tout à fait normaux à l'intérieur du pays. Donc ça ne dérange en rien la Russie, en réalité. En réalité. Et en plus, les raffineries de pétrole qui n'étaient que peu défendues, bah là, cette fois, elles seront très bien défendues et pour une très longue période de temps. En plus, donc on renforce la sécurité au final de ces raffineries de pétrole. Bon, bah peut-être ad vitam aeternam, nous verrons bien. En tous les cas, ça ne sert strictement à rien. Donc les Américains, quand même, pour tout ce qui est économie et argent, bah là, pour le coup, ils s'y connaissent vraiment. Donc ils ont dit, bon, arrêtez de bombarder les raffineries de pétrole. N'oublions pas que nous, on veut qu'aux États-Unis, les prix à la pompe soient raisonnables. Et oui, ça les impacte directement. N'oublions pas que les États-Unis, de tout temps, même au pic de la guerre ou au pic des sanctions, les États-Unis n'ont cessé d'acheter du pétrole à la Russie. Et oui, ils en achètent plus que jamais à la Russie. Vous voyez l'ironie de la chose, hein. Il y a une hypocrisie absolument terrible au niveau du pétrole. Bref, donc la Russie, elle, ça lui va très bien comme ça. Bon, évidemment, ça la dérange d'avoir ses raffineries un petit peu abîmées, mais bon, ce n'est pas très grave, surtout qu'il y a des systèmes de sécurité, et en réalité, en volume, ils ne perdent que très peu. En réalité, puisqu'encore une fois, il y a des systèmes de sécurité. Bref, qui court-circuitent, un pipeline, un tuyau, etc. Bon, bref. Donc voilà, c'est de la gesticulation. Comme ils ne peuvent rien faire sur le terrain, bah, les Ukrainiens font des actes, on va dire extérieurs. Là, je ne qualifierais pas ça d'actes terroristes, hein. Les Ukrainiens, pour moi, ça reste que mon avis, ont tout à fait le droit de bombarder les raffineries de pétrole russes. Bon, ça reste acceptable. Par contre, bombarder Belgorod, une ville, et bombarder que des habitants, parce que en plus, ils se vantent de tuer des habitants sur Belgorod, donc de faire des dégâts. Ça, c'est purement terroriste. Et ça devrait être fermement condamné. Ce qui n'est pas le cas, hein, entre nous, hein. Donc, et enfin, on a l'écrasement de l'armée ukrainienne par une Russie évidemment implacable, qui est tous les jours plus forte. Donc tous les jours, l'armée ukrainienne ne cesse de s'affaiblir, et tous les jours, les forces russes ne cessent de se renforcer. Sans compter évidemment une aide fantomatique des États-Unis et la même chose pour l'Union européenne, puisque évidemment l'Union européenne et en particulier l'Allemagne ne donnent pour ainsi dire plus rien, et là je vous parle littéralement presque plus rien à l'Ukraine. Là l'Ukraine fonctionne sur ses stocks. Voilà. Donc, et pourquoi? Ben parce qu'en réalité, les livraisons d'armes deviennent de plus en plus périlleuses à l'Ukraine. Donc, je vous rappelle que ça passe par la Pologne et ensuite ça va en Ukraine. Le problème, c'est que bah, les Occidentaux ont pris l'habitude de prendre plus ou moins les mêmes routes, les mêmes voies ferrées. Donc, les Russes, bah, depuis 2 ans maintenant, ont l'habitude, ils ont regardé.
ils ont pris des photos, etc. Alors ça, je vous rapporte les rapports russes que j'ai pu lire qui me permettent de vous dire ça, hein. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas. Moi, je vous donne les infos que j'ai lues. Après, on y croit, on n'y croit pas, ça c'est chacun est juge. Bon bref, donc là depuis maintenant 2 ans que les Russes observent les livraisons d'armes, bah apparemment, d'après ce que j'ai lu, eh bien il y a de plus en plus de livraisons d'armes qui sont carrément détruites peu après leur arrivée en Ukraine. C'est-à-dire ils attendent que ça passe la Pologne et peu de temps après, ils arrivent à les détecter, à les détruire. Alors évidemment, pas tout, bien entendu, mais une grande partie. Et d'après ce que j'ai lu, toujours, c'est grâce aux nouveaux drones russes équipés de caméras infrarouges, ce qui n'était pas le cas avant, puisque bien évidemment, toutes les livraisons occidentales se font la nuit, toujours. Donc là maintenant, avec des nouvelles caméras optiques infrarouges et françaises, apparemment elle serait française, ô ironie de la chose, eh bien ils arrivent à détecter ces convois de nuit. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Donc avec les systèmes antiaériens qui sont presque épuisés en Ukraine, eh bien là les drones, les avions espions, etc., etc., maintenant ils arrivent à mieux surveiller le champ de bataille, le territoire ukrainien, puisque maintenant ils peuvent pénétrer en profondeur en Ukraine, donc vers l'ouest de l'Ukraine, et jusqu'au moment où il y aura 0 ou 1 ou 2 systèmes antiaériens restants en Ukraine, et là ils enverront de manière massive leurs chasseurs bombardiers et leurs bombardiers, c'est-à-dire bon, bah, les avions vraiment de combat et les bombardiers pour lancer les bombes planantes principalement et les missiles, mais cette fois de manière vraiment massive. Donc évidemment, quand cette formidable aviation russe pourra entrer massivement en Ukraine, bah là forcément ça risque de finir la guerre quasiment du jour au lendemain, hein, parce qu'après, au bout d'un moment, les Ukrainiens ont beau être poussés à fond par l'Occident, au bout d'un moment, même les Ukrainiens qui sont obsédés à chasser les orques russes, comme ils les appellent, bah, au bout d'un moment, il faut bien que quelqu'un dise stop, hein, hein, parce que mourir pour mourir, évidemment, même la population ukrainienne qui est pourtant complètement pervertie par la propagande ultra massive depuis 2014, eh bien même la population ukrainienne s'avouera vaincue de toutes les manières. Là pour l'instant c'est parce qu'ils ont encore quelques armes qui traînent, mais évidemment tout cela se précipite sous nos yeux, l'effondrement est de plus en plus rapide, il s'accélère. Ce n'est plus ce n'est plus, pour faire une image, quelqu'un qui tombe lentement. Là maintenant, ça commence à tomber très très vite et de plus en plus vite, puisque les Russes ne cessent d'avancer toujours plus vite. Mais l'épuisement total des systèmes antiaériens ukrainiens, c'est ça qui va être l'accélérateur principal, bien sûr. Et j'en arrête là. Maintenant, on va passer à la carte militaire. Alors maintenant, voici la carte militaire. Bon, je vais vous passer le coup des centrales thermiques et des infrastructures autres électriques qui ont été touchées. Je vous en ai déjà parlé précisément et avec une carte en plus, donc inutile d'y revenir. Là, on va commencer comme d'habitude par le sud. Donc il y a eu une deuxième attaque amphibie. Et oui, c'est la deuxième attaque amphibie de commandos donc, qui sont partis certainement d'Odessa. Donc la première était plutôt ici ou ici, quoi, dans cette zone-là. Je n'ai pas les détails exacts, mais c'était dans cette zone-là. Là, ils ont essayé ici, donc c'est la deuxième attaque commando. Comme d'habitude, c'est un véritable fiasco. Donc, sauf que d'après ce que j'ai compris à la première attaque amphibie, où ils étaient vraiment fort nombreux, tout le monde a été tué.
Là, apparemment, ils ont réussi à faire un prisonnier qui a pu parler. Et ce seul prisonnier-là ukrainien a avoué qu'il a été formé en Angleterre. Donc évidemment, comme d'habitude sur tout ce qui se passe sur Odessa, eh bien c'est l'Angleterre hein, qui décide de toutes les attaques amphibies, comme d'ailleurs la toute première attaque de la centrale Eder-Godard, c'était Boris Johnson qui l'avait décidé à l'époque. Il y en a eu 5 attaques amphibies sur Energodar, la centrale de Zaporojye, la plus grande d'Europe. Finalement, il y en a eu 5. Toutes ont été des fiascos complets. Et à chaque fois, tout le monde est mort. Et je vous rappelle que quand on fait des attaques amphibies comme ça, ce sont des troupes d'élite à chaque fois qui meurent. Je le dis comme ça. Hein. Donc là, il y a eu une attaque aussi, tiens, il faut que je l'ajoute. Il y a eu une attaque des Ukrainiens sur la centrale donc de Zaporojye par des drones. Donc comme d'habitude, ils attaquent hein, la centrale de Zaporojye. Et comme d'habitude, l'AIEA fait semblant de ne pas savoir qui attaque la centrale. C'est assez pénible, mais nullement surprenant, l'AIEA étant une entité contrôlée par l'Occident et surtout par les États-Unis. Donc l'AIEA ne dira jamais que ce sont les Ukrainiens qui attaquent la centrale de Zaporojye, bien évidemment. Là, Rabotino, région d'Orerov, rien de spécial à dire, ça combat toujours, hein, évidemment. C'est important, l'oblast de Zaporojye est extrêmement important, puisque c'est l'endroit le plus industrialisé de l'Ukraine. Alors vous vous doutez bien que les Ukrainiens font tout pour protéger l'oblast de Zaporojye, et particulièrement cette zone, là où il devait y avoir la grande offensive ukrainienne. Là on a toujours la petite forteresse d'Ougledal qui tient bien, toujours énormément de troupes ukrainiennes, donc ça tient très bien. Alors je vous rappelle que les symboles rouges, c'est là où il y a des combats assez forts. Alors là, dans la région du nord-ouest de Donetsk, là il y a des avancées relativement importantes des Russes. Donc ils étaient là la semaine dernière à peu près, donc ils ont avancé. On va dire pas mal. Je tiens à noter que les Russes avancent sur tout le front, je ne cesse de le répéter, mais que de quelques centaines de mètres, voire quelquefois de quelques dizaines de mètres si la résistance est grande. Mais en moyenne, ils avancent de quelques centaines de mètres sur tout le front, ce qui est très très peu. En tout cas, là, ils ont bien avancé, d'où les épingles rouges. Les épingles rouges, ça veut dire que c'est là où les Russes avancent pas mal. Ensuite, là où il s'est passé le plus de choses et là où les Russes sont vraiment se concentrer, c'est dans la région de Tchassivyar, donc juste à côté de Bakhmout, hein, qui maintenant s'appelle Artyomovsk, hein, le nom russe, Bakhmout étant le nom ukrainien. Donc là, j'ai rajouté des petites flèches parce qu'on voit clairement l'avancée russe qui va dans une direction bien précise. Donc j'ai rajouté des petites flèches. Donc là, il y a eu une avancée relativement importante ici dans Tchassivyar même, mais bon, relativement peu, évidemment. Quand on dit des avancées, c'est quelques dizaines de mètres ou quelques centaines de mètres, surtout dans un endroit urbain. Donc là, ils ont pris pied complètement dans la partie extrême est de Tchassivyar et ils avancent. Là, pareil, il y a eu une avancée russe de plusieurs centaines de mètres, hein, donc au sud-ouest d'Ivanivske. Et c'est très clair. Donc, alors pourquoi je vous mets des flèches? C'est parce que très clairement, là, ils avancent toujours, mais peu. Par contre, sur les alentours, ils avancent plus, certainement pour encercler Tchassivyar. Pour mieux prendre Tchassivyar le plus rapidement possible. Donc ils la prennent sur 3 axes, en plein centre, au nord et au sud. Il y aura une tentative d'encerclement, bien évidemment,
C'est la tactique classique, quand c'est possible, bien sûr. Donc Tchassivial va tomber d'autant plus rapidement, évidemment. Alors sur Siversk, il y a eu 2 avancées russes relativement importantes, relativement importantes de quelques centaines de mètres, ici et ici. Pas sur la pointe, mais surtout ici, là, plus vers le nord de cette ville. Et là, par contre, là, au niveau de la pointe, il y a une avancée toujours de quelques centaines de mètres. Donc ça peut paraître peu, mais alors, il y a un symbole rouge parce que la bataille est intense. Toutes ces zones-là, ce sont des zones critiques pour les Ukrainiens, hein. Donc leur force est principalement ici, hein. Au niveau de Kherson, ils sont protégés, les Ukrainiens, à cause du Dniepr. Et dans le sud, donc vers Kherson, Zaporojie, c'est là où le Dniepr est le plus large. Donc c'est pour ça que ça avance pas beaucoup dans le sud et que ça avance plus au milieu et au nord, hein. Il n'y a pas de surprise. Alors là, étonnamment, et c'est la première fois que je le note, depuis que je fais les cartes militaires, et bien pour la première fois, c'est pour ça qu'il y a une épingle verte, et bien pour la première fois, là c'est les Ukrainiens qui ont avancé et ont fait reculer les Russes. Donc c'est pour ça que j'ai fait une flèche comme ça. Donc c'est sur la ville de Telny, donc ils ont fait reculer les Russes qui commençaient à prendre la ville. Donc là, les Ukrainiens ont bien joué. C'est la première fois, c'est un coup unique. C'est la première fois que je vois les Russes reculer alors qu'ils étaient en avancée. Donc là, vraiment, c'était à noter, hein. Sur Kupiansk, il se passe pas grand-chose. Là, c'est là où les Russes avancent le moins, j'ai envie de vous dire, puisque c'est quelques dizaines de mètres. Là, c'est la section où ils avancent que de quelques dizaines de mètres. Mais ils avancent toujours, mais c'est du grignotage. Ça ne se voit pas sur la ligne de front. Je vous rappelle que entre Kupiansk et Liman, c'est là qu'il y a environ 130 000 Russes qui attendent. Ils ne font qu'une défense agressive dans cette zone-là. Même si maintenant on ne peut plus parler de défense agressive vu qu'ils avancent un peu partout. Mais encore une fois, c'est dans le nord que on va dire on est entre la défense agressive et l'offensive, puisque dans le nord ils avancent vraiment très très peu, hein. Mais ils y mettent le paquet quand même, les Russes. Alors c'est pas évident parce que les forces ukrainiennes sont très très présentes au nord, et j'ai envie de vous dire c'est là où elles sont le plus présentes en réalité en quantité absolue. Parce que là dans la région d'Orerov, il y a beaucoup de forces ukrainiennes, mais ils sont concentrés en un point. Pour le reste, comme ils sont protégés par le Dniepr, il y a peu de forces ukrainiennes. Donc les forces ukrainiennes, elles sont regroupées ici dans un point, mais au final ici ils ne sont pas très nombreux. On estime à 47 000, 50 000 hommes ici dans l'oblast de Zaporojie. Alors que par contre, quand vous passez Ougledar, là par contre c'est en centaines de milliers d'hommes. En fait, et pourquoi les Ukrainiens sont les plus nombreux jusque vers le nord, hein, à la frontière russo-ukrainienne, hein, c'est-à-dire ici, jusqu'à Kharkov, à l'ouest de Kharkov. Pourquoi là ils sont des centaines de milliers? Tout simplement parce qu'ils craignent, comme moi je vous le dis depuis longtemps, qu'ils craignent que la grande offensive russe se fasse vers le nord, puisque maintenant ça fait des mois et des mois qu'il y a cette immense armée qui ne fait pas grand-chose étant donné leur potentiel. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et j'en finis là pour la carte militaire. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.